C'est un vrai conte d'hiver. Vincent Munier, l'un des plus grands photographes animaliers au monde, rêvait de rencontrer un jour le loup blanc. Il n'avait pas été photographié depuis 25 ans. Après plusieurs expéditions et de nombreux échecs, ce jour-là est arrivé à 250 km du dernier village inuit dans le désert arctique, dans une région où ils ne vont même pas le chasser. Sans chien, sans motoneige, avec son simple traîneau, ses skis et ses appareils photo, Vincent Munier a marché pendant un mois à moins 47 degrés pour vivre l'heure la plus intense de sa vie, une rencontre avec 9 loups blancs. Il fait moins 47 degrés. Et donc la première semaine, c'était extrêmement difficile. J'avais eu du mal à m'adapter. J'ai failli vraiment appeler les secours. J'avais vraiment des problèmes. À cette température-là, il faut bouger en permanence. On ne peut pas rester inactif. Donc il faut être en permanence en mouvement. Parfois chanter, danser, il faut être... On peut dormir ? Alors dormir, voilà, on dort en pointillé. C'est ça le gros problème. Surtout que les premiers jours, on a toujours la crainte de l'ours polaire. Mon petit truc d'observatoire. Les panneaux solaires. Et puis, ma petite popote. Ça chauffe. Putain, ça fait mal. Le plus terrible, c'est les pieds. Et c'est par là que j'attends les loups. Le premier indice pour trouver le loup blanc, ce sont les bœufs musqués qui sont leur proie, que vous avez trouvé très vite. Oui, absolument. Ces bœufs musqués qui sont des gros mammifères qui vivent dans ces endroits si hauts en latitude. Et il faut savoir qu'en hiver, c'est 4 à 5 mois de l'année, dans le noir total, à moins 40, moins 50 parfois. Et c'est fou qu'il y ait encore des animaux comme ça qui vivent là-haut. Et cet animal, le bœuf musqué, est la principale proie du loup blanc. Et très vite, vous avez trouvé des traces de loup. J'ai trouvé des traces de loup assez vite, les premiers jours. Et puis jusqu'à ce fameux moment, le 8e jour. 8e jour. Voilà, ma tente est prête, le panneau solaire est déplié, je recharge les batteries. Et juste avant d'aller dans mon duvet, un petit coup de jumelle à 360 degrés. Et là, au loin, je vois des petits points jaunes. Donc, on a toujours j'ai toujours l'impression d'avoir des mirages. Hein. Par le froid, on est quand même contraint à parfois des hallucinations à ces latitudes-là. Je vois des icebergs qui bougent. Combien de fois j'ai cru que c'était un ours. Donc là, pareil, je vois des petits points qui bougent au loin, mais vraiment sur la banquise et avec cette brume de froid. Et il m'a fallu un petit moment, quoi. Et je me dis, non, c'est bizarre, ces taches jaunes qui bougent comme ça. Et ça venait vers moi, petit à petit. Et un sanglot arrive dans votre voie. Et ils m'ont vu de très loin, ils ont vu cette tente sur la banquise, cette espèce de quelque chose d'assez insolite, de pas normal pour eux. Donc ils sont venus par curiosité, mais ils étaient à plusieurs kilomètres. Hein, et en l'espace de quelques minutes, ils étaient tous, les 9, autour de ma tente. Je vous attends, putain. Et racontez-nous ce moment d'émotion qui fait qu'effectivement un sanglot arrive dans votre voie. Depuis que j'ai vraiment vécu ce moment, je vous assure, tous les jours j'y pense. C'est quelque chose d'assez fort. Ça fait pas loin de 8 ans que je suis toujours au Canada, un peu partout, dans le Yukon, pour essayer de rencontrer ces loups blancs. Et c'était échec sur échec. Un mois d'expédition avec mon père sur l'île de Banks, on n'a vu que des traces. Après, je suis allé en solitaire à nouveau, rien du tout. C'est le fantôme de la toundra. C'est ce qu'ils disent les Inuits. Et c'est vraiment ça. On ne peut jamais décider de la rencontre avec ce loup blanc. Et là, c'était le moment incroyable. Ils étaient 9. Et puis les avoir tout près, c'était ça aussi de mon but. Ce sont des animaux qui n'avaient probablement jamais vu l'homme à cette latitude. On est à plus de 400 km du premier village inuit. Donc les Inuits ne viennent pas chasser jusque-là. Restons sur ce moment-là, est-ce que c'est la peur qui vous habite, c'est la fascination, c'est la sidération? Non, je n'ai pas eu peur, ils étaient à 9, donc bien plus forts que moi. Ils sont venus, c'était par curiosité, mais aussi par faim, ça j'en suis persuadé. Et ils sont approchés à combien de mètres de vous?
Mais il y en a qui m'ont touché, ils m'ont tiré le pantalon. Quand j'étais à plat ventre, j'aimais bien l'angle à plat ventre pour les faire en photo. Et il y avait les jeunes qui venaient tirer mon pantalon derrière. Donc j'étais vraiment encerclé. Alors je gardais certaines mes limites. Dès qu'ils venaient à me toucher, je me mettais en position verticale et je me rapprochais un peu d'eux et ils repartaient sur une dizaine de mètres. Mais ils me testaient. Ils testaient un petit peu dans quel état j'étais. Voilà. Peut-être que si j'avais été blessé, ils auraient fait leur métier. Qui m'aurait mangé, c'est possible. J'imagine que le loup, dans ce moment-là, qui voit pour la première fois un homme, vient vérifier s'il est comestible ou pas. C'était ça. C'était vraiment de la curiosité et puis voir s'il y avait quelque chose à manger. Et ça a duré, c'est un moment qui a duré une petite heure. Et j'ai fait 2 à 3 000 photos. Et ce qui vous a le plus frappé, c'est leur regard, les yeux dans les yeux, entre l'homme et le loup. Ouais, là, c'est assez difficile à décrire même. C'est vrai que pour un animal aussi sauvage, quand il est là, à quelques mètres, à 5-6 mètres de vous, et qu'il plante ses yeux dans les vôtres, c'est un sentiment très étrange. On n'a plus l'impression presque d'être humain. Et là, c'est vrai que depuis ce moment, j'ai qu'une envie, c'est de les revoir. Et la meute est repartie tranquillement, c'est ça? La meute est repartie tranquillement, file indienne. Et suite à ça, alors je le savais que j'allais pratiquement plus les revoir, ce qui était le cas, je les ai pas revus du voyage. Donc je les ai suivis et j'ai simulé un homme blessé. Donc j'ai fait semblant de boiter. Ils se sont arrêtés net, ils sont revenus vers moi, une autre charge entre guillemets. Et j'ai refait une série de photos. Et à moins 47 degrés, quelle autre bestiole on trouve là-bas? On peut marcher des jours sans rien voir et d'un coup on peut tomber sur 50, 100 lièvres arctiques par exemple. Encore une fois, qui n'ont jamais vu l'homme. Ils n'ont pas peur de moi, ils n'ont jamais été chassés, donc je peux presque les caresser. Ça, c'est des moments d'une force incroyable. Et pareil avec des petits renards polaires qui viennent la nuit, qui viennent ronger les fils de ma tante ou qui viennent... Ça arrive. Des ours? Puis ces fameux loups. Alors l'ours polaire. L'ours polaire. Mais dans cette configuration, je préfère ne pas le rencontrer. J'en ai déjà observé au loin, sur la banquise, mais souvent j'essaye de rentrer sur les terres pour éviter sa rencontre, parce qu'après c'est lui ou moi. J'ai un fusil avec des balles en caoutchouc. Et puis des vraies balles, mais ce serait vraiment un gros drame pour moi de devoir tuer un ours polaire. Donc seul avec votre tante, si par hasard vous étiez tombé sur un ours polaire, vous ne donniez pas cher de votre peau? C'est pas garanti, mais c'est probable qu'il y ait des attaques, surtout à cette période de l'année. Ouais. Et dans cette expédition, après avoir découvert et rencontré cette meute, à la fin de l'expédition, vous avez encore une nouvelle rencontre exceptionnelle. Ah, ça, c'était en effet la cerise sur le gâteau. Donc j'appelle avec mon téléphone satellite l'avion à Resolute Bay, donc il met 6 jours avant de venir. Et 2 jours avant que l'avion arrive, un loup solitaire, donc probablement évincé de la meute, est venu une nuit. J'entends craquer la neige tout près de ma tente. Et toujours l'angoisse de l'ours, donc le fusil était prêt, et je me relève, et j'ai une petite fenêtre, je vois le loup face à moi. Encore une vision qui restera à tout jamais gravée. J'ai fait pas mal de photos avec ce loup solitaire pendant 2 jours. Et vous avez même rêvé qu'il monte sur une congère pour faire la photo? Oui, je rêvais qu'il vienne devant cette congère. Et au bout de 2 jours, voilà, le 2e jour, il est arrivé, il s'est posé vraiment pile poil, il s'est assis là où je rêvais de faire une image. Et il faut dire que votre passion pour les animaux est née à l'âge de 9 ans. Vous êtes effectivement d'un petit village des Vosges, entouré par la forêt, et vos parents vous ont laissé très très vite aller bivouaquer dans la forêt pour photographier des chevreuils. Absolument. Mon père m'a appris à vivre dehors. À l'âge de 12 ans, il m'a laissé un appareil photo et c'est là où j'ai eu comme un déclic. Le destin de ma vie a basculé au moment où j'ai eu une rencontre avec un petit chevreuil. C'est tout bête, mais un chevreuil dans la forêt derrière chez moi. Quand on a 12 ans, on est seul, sous un fil de camouflage, on entend un animal sauvage qui vient tout près. J'étais terrorisé, donc je fais ma photo qui est complètement floue, tellement j'étais ému. Et suite à ce moment-là, vraiment à l'âge de 12 ans, j'ai consacré toute ma vie à la quête des animaux sauvages et essayer de vivre et de photographier ces espèces de mirages que je vivais. C'était comme quelque chose de pas vrai, quoi, en disant, mais et de figer ce mirage et pouvoir le partager avec les miens au début. Et puis maintenant dans la presse ou dans les galeries. Alors vous continuez vos périples, vous allez même au Tibet où vous avez découvert encore un animal qu'on n'avait jamais photographié, qui est le yak sauvage, c'est ça? Oui, j'aime bien ces gros animaux très massifs, un peu comme d'une autre époque de l'ère glaciaire. Ouais, j'aurais aimé voir le mammouth en vrai. Mais absolument, le yak sauvage, ça a été filmé au loin par la BBC.
mais c'est un animal complètement méconnu. Et ce qui vous a fait connaître dans le monde animalier, c'est votre voyage au Japon, où effectivement vous avez ramené des photos très très poétiques. On a l'impression que vous ne dérangez pas les animaux. Je pense que ça vient de mon père aussi. C'est un peu la règle qui m'a donné. C'était on rentre dans la nature, mais sur la pointe des pieds. On n'est pas chez nous. Parce que pour moi, c'est voilà, j'ai l'impression de pas être le plus fort. Et dans ce monde où l'homme a tendance à tout maîtriser, à tout gérer, ça c'est des mots que je supporte pas. Ça fait un peu du bien de se sentir fragile et faible dans ces milieux-là.